Élection interne et aujourd'hui des vice-présidences de l'Assemblée nationale. On l'a appris il y a quelques instants. Les deux députés La France Insoumise, Clémence Guettet et Nadège Abomangoli, qui étaient candidates à ce poste, ont été élues vice-présidentes, notamment avec les voix du Rassemblement national, puisqu'on a vu sur les réseaux sociaux que le RN avait notamment voté pour vos candidates LFI. Absolument, vous pouvez vérifier ça sur les réseaux sociaux. Ça vous gêne que le Rassemblement national ait permis l'élection de vos députés à ce poste-là? Ça commence très mal entre nous parce que votre présentation pourrait laisser croire des choses qui ne sont pas. L'élection des dirigeants, enfin des postes de la direction de l'Assemblée nationale sont élus d'après une règle de répartition. Cette règle, nous avons décidé, nous les insoumis d'un côté, de l'autre côté le bloc du centre et de la droite, de ne pas la respecter. Nous avons fait un cordon sanitaire à l'égard du Rassemblement national. Donc, si vous voulez bien suivre, le bloc du centre et de la droite a présenté 4 candidats, puisqu'il avait droit à 4 postes, et nous en avons présenté 2. Le Rassemblement national, de son côté, a fait un bulletin de vote avec 6 noms, dans lesquels il y a les 2 noms insoumis, plus les 2 noms du centre et de la droite, plus les 2 noms du RN. Par conséquent, ce n'est pas un vote où nous avons été élus grâce aux voix du Front National, c'est un vote dans lequel le Rassemblement national a voulu imposer une composition du bureau de l'Assemblée et il a échoué. C'est notre proposition, 2 insoumis, 4 de droite qui sont la proportionnelle normale pour l'Assemblée, sauf que le Rassemblement national ne sera pas présent au bureau de l'Assemblée, à ce niveau-là en tout cas. Vous mentionniez effectivement ce barrage, y compris à l'Assemblée nationale, pour éviter que le Rassemblement national, les élus du RN occupent des postes à responsabilité à l'Assemblée. Ils ont 143 députés, 10 millions d'électeurs ont voté pour le Rassemblement national aux élections législatives. Est-ce vraiment respecter le vote de ces électeurs du Rassemblement national d'éviter, d'exclure, de vouloir exclure le RN à ces postes de responsabilité? Les électeurs du Rassemblement national sont légitimement, puisque le Rassemblement national n'est pas un parti interdit, représentés à l'Assemblée nationale et ils vont librement présenter des amendements, des propositions de loi, intervenir dans les débats avec un temps de parole. C'est une chose qu'il soit représenté, c'est une autre qu'on lui donne les pouvoirs de décider dans l'Assemblée. Au demeurant, ça n'avait dérangé personne à l'époque que le barrage qui empêchait nous, les insoumis, d'avoir une représentation en 2017 ait fait que nous n'avons pas été représentés. On l'a été à partir de 2022. Donc il faudrait n'avoir d'indignation que constante et non pas suivant les situations. Par conséquent, là, oui, il y a une décision politique qui a été prise de mettre en place un cordon sanitaire. Ce n'est pas un front, une alliance républicaine, c'est un cordon sanitaire. Personne ne veut que le Rassemblement national puisse diriger les débats de l'Assemblée nationale cette fois-ci. Alors c'est une heureuse transformation du point de vue des macronistes qui, la dernière fois, avaient fait élire 2 vice-présidents du Rassemblement national. Ils ont renoncé à cela à cet instant-là, mais hier ils ont fait le contraire. Enfin bref, ce sont les élections internes de l'Assemblée nationale. Mais oui, vous avez raison, il y a un cordon sanitaire. Hier, Yaël Braun-Pivet a été réélue présidente de l'Assemblée nationale avec 220 voix en sa faveur, 14 voix de plus que le candidat unique du Nouveau Front populaire, le communiste André Chassaigne, qui en a obtenu 207. Pourtant, le Nouveau Front populaire est arithmétiquement à l'Assemblée nationale la première force coalition politique. C'est un échec de ne pas avoir réussi à obtenir le perchoir, Jean-Luc Mélenchon? D'une certaine manière, oui, mais auparavant, notons les points qui ont été acquis. Le premier, c'est que, comme nous l'avions souhaité, nous avons un peu, forcé la main de tout le monde, il y avait une candidature unique qui s'est réglée en 2 jours. Ce qui est mieux que nos non-performances pour le Premier ministre. On en reparlera évidemment dans quelques instants. Donc, nous avons eu un candidat commun. Et, brillamment, il a été en tête de l'élection jusqu'au 3e tour. Il faut savoir, pour connaître les règles de l'Assemblée nationale, qu'au 1er tour, nous avions gagné, au 2e tour, nous avons gagné, mais entre se retiraient les uns après les autres les candidats de la droite et du centre. Et à la fin, Madame Braun-Pivet a bénéficié des voix de la droite et du centre, plus de voix du RN, et nous avons été battus. Ce n'est pas le seul problème que cela pose. C'est un accord qui a été passé. Non mais, peut-être bien, mais en attendant, des voix du RN, que vous n'avez pas notées cette fois-ci, se sont exprimées en faveur de Madame la présidente sortante, qui est une des plus mauvaises présidentes qu'a eu l'Assemblée. Mais ce qui est important, c'est de voir que, à cette occasion, il s'est fait
un vote à 14 voix de différence. Nous sommes bien d'accord. Absolument. Or, nous contestons le fait que 17 ministres aient pu voter pour, à cet instant, compte tenu du fait que, d'après nous, il aurait fallu vérifier les mandats de l'Assemblée nationale, et alors on aurait constaté que dans ce délai, ces ministres ne devaient pas avoir la possibilité de voter. Il y a effectivement une controverse aussi de la part des juristes qui n'ont pas arrêté cette question. Effectivement, il y a, d'après la Constitution, une incompatibilité entre le mandat de député et la fonction de ministre, mais en quelque sorte, il y a un article de loi qui, dans sa dernière phrase, est une forme de flou et qui a permis, selon en tout cas la lecture qu'en a fait le gouvernement et la majorité, de permettre à ces ministres démissionnaires de voter. Alors, vous avez raison. Très clair pour nos téléspectateurs. Pardon, si vous voulez bien, nous avons 20 minutes et là, donc, les cours de droit constitutionnel sont bienvenus. Mais c'est important de préciser ça. Oui, mais alors ce qui est important aussi, c'est de mentionner le fait que au-dessus de la Constitution, il y a aussi un autre texte. Vous êtes d'accord? La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit dans son article 16 que doivent être constamment séparés le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, et le pouvoir exécutif, c'est le gouvernement et les ministres, législatif, c'est les parlementaires, et la justice. Il ne faut pas que les trois soient dans la main de même personne. Bien, lorsque vous êtes à la fois ministre expédiant les affaires courantes et député, il y a une contradiction avec les mesures de la Déclaration des droits de l'homme. Alors s'il y avait un flou, il y a une manière de régler le flou, c'est de regarder le texte supérieur, celui de la Déclaration des droits de l'homme qui dit qu'on ne peut pas être à la fois ministre et député, c'est-à-dire dans l'exécutif et dans le législatif. Allez-vous mener-vous vraiment, si vous arrivez à établir une architecture gouvernementale complète, pensez-vous vraiment pouvoir gouverner ensemble entre les insoumis et les socialistes, notamment quand on voit sur les réseaux sociaux, notamment que l'une de vos députées, Sophia Chikirou, avait comparé le hollandisme à des punaises de lit. Est-ce que ce sont des bases sereines pour gouverner ensemble? Écoutez, c'est une expression, c'est une plaisanterie, vous avez le droit de ne pas l'accepter, mais elle parle de quelque chose de très concret. Le retour du hollandisme, qui, à BFM, devrait pas vous surprendre, puisque vous lui avez immédiatement donné la parole, et ses premières paroles, une fois revenu dans la vie publique, ont été pour dire que je devais me taire. Puis vous l'avez réinterviewé. Et nous sommes là ce soir avec vous. Oui. Vous l'avez réinterviewé, il a longuement expliqué pourquoi je devais me taire. C'est la première fois dans la vie politique qu'un homme de gauche est interpellé par quelqu'un d'autre qui se dit de gauche et qui lui demande de se taire. C'est la première fois. Alors, les comportements de cette nature ne sont pas acceptables. De même qu'il n'est pas acceptable qu'une des membres de la direction du Parti socialiste parle à propos du député Aurélien Taché d'un élu d'une réserve d'Indiens. Cela est insupportable. Alors, comprenez que nous avons le droit de temps à autre de réagir et de manifester notre, agacement. Mais nous sommes dans une discussion. Si je ne devais tenir compte que de ce qui a été dit par les autres, d'abord je commencerai par dire pourquoi m'avez-vous éliminé de la candidature au poste de Premier ministre? Vous êtes toujours candidat? Pardon? Non, moi j'ai dit que je n'étais candidat à rien. Mais on a insisté lourdement. Le but était de nous humilier, de montrer qu'on écartait quelqu'un et qu'on n'y pouvait rien. Ensuite, nous avons proposé 3 noms. On n'a eu de réponse à aucun. Là, pour élire Monsieur le Président, la candidature d'André Chassaigne, que nous avons soutenue avec cœur, nous avions d'abord, nous aussi, 2 candidats. Nous les avons retirés pour permettre que cela se passe. Donc nous avons, jusqu'à présent, vu tous nos candidats au poste de Premier ministre rejetés, nos candidats à la présidence de l'Assemblée, donc comprenez aussi qu'à certains moments, comme ce sont toujours les mêmes qui s'opposent à tout, on manifeste un certain agacement. Mais je m'empresse de vous dire que la tête reste politique. Nous sommes prêts à faire un accord sur une personnalité et à la présenter en commun. Mais nous y mettons une condition, et ce sera la condition clé. Le programme doit être défendu jusqu'au bout. Et si quelqu'un doit décider que nous n'appliquerons pas notre programme, alors il censurera le gouvernement. Nous voulons revenir à des règles stables et lisibles. Permettez-moi, d'un mot, de dire pourquoi tout ça est inacceptable. De quoi souffre la vie politique française? D'une politique de politiciens qui disent une chose dans les élections et qu'en font une autre dès qu'ils arrivent au pouvoir. Nous ne jouons plus dans cette cour-là. Nous n'y avons jamais joué. J'ai quitté le Parti socialiste à cause de ça et je n'y retournerai pas. Donc, nous avons décidé de respecter la parole donnée aux électeurs. Nous ne combinerons pas. Que M. Macron prenne la responsabilité de faire déposer contre notre gouvernement une motion de censure. Et ensuite, il verra qu'une fois notre gouvernement tombé, à notre tour, nous voterons une motion de censure contre la droite. Et il ne lui restera plus qu'une issue, s'en aller lui. Parce qu'il y a toujours une solution. Vous demandez la démission du président de la République pour, au fond, sortir de l'impasse?
Alors je vais recommencer parce que c'est toujours difficile de se faire comprendre avec un journaliste. Et moi, je suis pas très bon. Je vous en remercie pour cette Merci. Mais non, mais je reconnais mon tort, ce que je dis n'est pas clair. Donc je recommence. Si nous présentons un gouvernement et qu'il applique sa politique et qu'il est censuré immédiatement, eh bien, nous respecterons la démocratie, il n'y aura plus de gouvernement. Mais en porteront la responsabilité ceux qui auront censuré. À leur tour, ils présenteront un gouvernement de la droite et du centre. Et nous le censurerons. Donc il tombera aussi. Par conséquent, il ne restera plus qu'une personne et qui ne peut pas dissoudre de nouveau l'Assemblée, car la Constitution le lui interdit. Donc, il ne lui restera plus qu'une possibilité, s'en aller. Ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes en train de passer d'une situation de crise démocratique, où ça ne collait pas, à une situation de crise de régime, et que l'auteur de cette situation est le président de la République. Donc, il y a toujours le recours aux urnes. La première fois, c'était en renvoyant chez eux les députés. La prochaine fois, si tout est bloqué, c'est qu'il s'en aille lui-même. Mais ce que je suis en train de dire n'est ni un souhait, ni un ordre, ni une consigne. C'est un état de fait. Si le président de la République joue la crise politique avec un gouvernement du nouveau Front populaire, à la fin, il ne restera plus qu'une issue, puisqu'il ne peut plus redissoudre l'Assemblée, c'est son propre départ. Entendez-moi bien, on n'est plus dans un jeu de mots, d'astuces. Je suis en train de décrire ce qu'est une crise de régime. Et le président de la République conduit le pays à une crise de régime après toutes les autres extravagances qui ont marqué son quinquennat et son deuxième mandat, qui est une suite de choses auxquelles personne ne comprend rien. Donc peut-être qu'à un moment donné, en quelque sorte, pour que la France respire, il faut que lui comprenne que ou il change de pratique, c'est-à-dire où il se soumet, ou bien il se démet. Cela s'est déjà produit dans l'histoire de France, au moins 3 fois. Chaque fois qu'un président a engagé sa responsabilité, en 1924, à la sortie de la Troisième République, ou le président de Gaulle avait engagé sa responsabilité sur le succès d'un référendum. Il a perdu, il est parti le lendemain matin. Donc, ce n'est pas nouveau en France, et c'est la démocratie. Il faut respecter les règles de la démocratie. Sinon, si on improvise continuellement, on ment à tout le monde, on trompe tout le monde. Alors, ne comptez pas, je le dis, non pas à vous, qui n'y êtes pour rien dans cette histoire, mais à nos partenaires, nous ne participerons pas à un gouvernement qui ne prend pas l'engagement d'appliquer le programme. Mais quelle que soit la forme par laquelle on ne nous tordra pas les bras, nous resterons fidèles à la parole donnée aux électeurs. Mais dans ce cas, Jean-Luc Mélenchon, comment est-ce que cette coalition peut-elle tenir sur la durée? On sait qu'il y a des socialistes qui échangent parfois, qui essaient de sonder avec des macronistes de gauche pour voir s'il y a des macronistes de quoi? Des macronistes de gauche. Ah, d'accord. Selon la formule consacrée. Est-ce que les macronistes de gauche qui ont voté pour, le président André Chassaigne, c'est cela, non, dont on parle? Ils n'ont en l'occurrence pas voté pour André Chassaigne, puisque vous avez échoué à élargir cette majorité. Mais est-il vraiment possible d'appliquer tout le programme, rien que le programme, comme vous l'avez dit au soir du 7 juillet, Jean-Luc Mélenchon, avec 192 députés? N'est-ce pas un vœu pieux? Bon, non, ce n'est pas un vœu pieux si on respecte les règles de la démocratie. Je recommence pour que l'on me comprenne bien. Un groupe, un bloc est en avance, le nôtre, Nouveau Front Populaire. Dans toutes les démocraties du monde, le président de la République n'a pas choisi le Premier ministre. La Constitution française ne dit pas qu'il choisit, il nomme. Par conséquent, il doit nommer un Premier ministre issu du Nouveau Front Populaire. Il n'y a toujours pas de nom. Non mais attendez, je ne sais pas si la réunion du bureau politique du RPR a désigné Jacques Chirac. Il me semble qu'il n'y a pas eu besoin de ça. Bon, par conséquent, il sait très bien qui est quoi à l'intérieur de cette coalition. Mais c'est lui qui doit nommer. S'il nomme un Premier ministre du Front Populaire, le Premier ministre ira devant l'Assemblée, présentera son programme, et ensuite, il y aura des lois ou des décrets qui seront signés ou pas signés. À ce moment-là, l'Assemblée s'exprimera. Si elle est contre, elle le fait tomber. C'est la règle de la démocratie. Et je vous le redis, à ce moment-là, si le président de la République a poussé à ce qu'il y ait une motion de censure, il y aura ensuite une motion de censure contre le gouvernement de droite, parce qu'il en nommera un de droite. Et vous en déposerez une systématiquement s'il y a effectivement un gouvernement d'alliance entre le camp présidentiel et les Républicains. Évidemment, que l'on puisque nous l'avons fait. Automatiquement. Nous l'avons fait sur tous les 49.3, on nous l'a assez reproché, mais nous n'avons pas changé notre pratique. Ce que nous demandons, c'est que la vie politique du pays ne se règle pas par des combines. Et maintenant, pour reprendre votre propre argument, dites-moi où sont ces macronistes de gauche qui sont prêts à accepter le rétablissement de l'impôt sur la fortune? Parce que s'ils y étaient prêts, pourquoi ne l'ont-ils pas voté quand on l'a proposé? Lesquels sont prêts à accepter l'augmentation des salaires alors qu'ils ont voté contre? Les macronistes de gauche inclus
Donc tout ça n'existe pas, c'est une comédie. Et la preuve a été donnée par le fait que tous ces gens ont refusé de voter pour André Chassaigne. S'ils étaient, comme vous dites, des gens qui cherchent un compromis, en disant, bon, vous exagérez, mais bon, quand même, on fait un geste. On élit votre président de l'Assemblée. Ils ne l'ont pas fait. C'est eux qui viennent de nous signaler que la porte était fermée. Il est donc absurde de s'entêter. Il faut faire fonctionner la démocratie, les règles qui existent, pas de combine. Si après que nous ayons fait voter un programme, nous en faisons un autre arrangé dans les couloirs de l'Assemblée, la masse du peuple français sera écœurée, n'en pourra plus de voir une chose pareille. Il ne faut pas arriver à ce résultat. Il faut fortifier la volonté démocratique, dire, vous voyez, quand vous votez, ça donne quelque chose. Au Parlement européen, ils ont réélu Mme von der Leyen, mais ils n'ont eu aucun mal à élire un vice-président insoumis, M. Younous Omarjee. Tout le monde a voté pour lui. Enfin, je veux dire tous ceux, sauf les fascistes, bien sûr, qui n'ont pas voté pour lui. Il y a un cordon sanitaire. Donc, il faut arrêter la comédie de la diabolisation des insoumis. Tout ça n'est pas sérieux. Il y a un programme, il a été signé par 3 partis. Ces 3 partis se présentent avec ce programme. Si l'Assemblée n'en veut pas, eh bien, elle le dira. Et si tout est bloqué, le président de la République devra s'en aller pour que le suffrage universel fonctionne. Sinon, imaginez-vous la situation. On dirait, écoutez, on a fait une combine et elle n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Personne n'en sait rien et nous serons discrédités. Alors, en tout cas, voici ma conclusion. Quoi qu'il arrive, il n'y aura pas d'insoumis, de ce que je peux savoir, de ce que j'ai vu de la réunion du groupe, de ce que j'ai vu de notre bureau politique, qui s'appelle Coordination, il n'y en aura pas. Et je rappelle que ce ne sont pas les élus qui choisissent le Premier ministre. C'est un accord entre des partis politiques. Et si on change la règle du jeu et qu'on décide que dorénavant, c'est un 3e tour, type 3e République, avec des élus, des notables qui votent pour désigner le Premier ministre, alors on sort plus du truc. Il va falloir faire ça pour pratiquement tous les ministres. Et puis ça veut dire quoi? Que dorénavant, le bureau politique du nouveau Front Populaire, c'est l'intergroupe à l'Assemblée nationale fort de 190 membres. Mais ça serait une folie pure et simple. On ne peut pas gouverner dans de telles conditions. Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques instants, vous évoquiez l'idée d'une démission du président de la République pour sortir de ce blocage. Ce n'est ni un souhait ni une consigne, selon vous. Vous précisez votre pensée. S'il y a demain une présidentielle anticipée, vous iriez en tant que candidat à la présidentielle? Je ne me suis pas posé cette question. Mais si vous pensez à la démission du président de la République, il y a peut-être un cheminement intellectuel qui se fait sur cette question. Peut-être, mais mes cheminements intellectuels m'appartiennent. Et vous savez de longue main que j'ai souhaité être remplacé. Alors, beaucoup ont pensé que c'était une formule, et j'ai tellement bien travaillé que je suis en état d'être remplacé, et qu'existent des personnalités du mouvement insoumis, dorénavant assez fortes, et bien repérées par le public pour qu'on puisse l'imaginer. Mais on peut aussi imaginer autre chose. Par conséquent, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est si M. Macron ne permet pas à la démocratie de se concrétiser par un gouvernement, il ne faudra pas s'étonner qu'ensuite, le mot d'ordre de tout le pays, avant la fin du mandat, ce soit Macron démission. Et j'ajoute que je l'ai déjà entendu. Moi, je ne souhaite pas que les mandats soient abrégés. C'est pas mon souhait. Je viens de vous dire que je souhaite le respect des règles. Mais si le président de la République rend impossible le fonctionnement des règles, alors oui, il devra s'en aller. Parce que sinon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne va pas rester sans gouvernement ou toutes les semaines changer de gouvernement avec un vote par censure, vous comprenez? Ce n'est pas possible. Vous parliez d'agacement il y a quelques instants. Je couvrais la soirée électorale de la France Insoumise au soir du 7 juillet. Il y avait sur les visages des militants de gauche et insoumis qui étaient là de l'espoir, des larmes de joie. Et dans les témoignages que l'on entend parfois dans les reportages, quand on interroge ces électeurs de gauche au regard de ces négociations qui patinent à gauche, certains nous disent ils sont écœurés, ils sont déçus de la gauche. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces électeurs? D'abord que je ne vous crois pas, et ensuite... on les interroge, j'ai le droit. M. Mélenchon. Oui, mais vous vérifiez que les gens sont bien des gens de gauche, etc. En l'occurrence, ils éient à votre soirée électorale. Il y en a d'autres que l'on peut croiser. Il y en a d'autres que l'on peut croiser dans des manifestations, M. Mélenchon. Ne truquez pas notre entretien. Mais nous ne truquons pas Parce que moi, je pourrais vous dire, je Mélenchon. connais des gens qui regardent nous BFM interrogeons des et qui électeurs sont de très gauche. déçus par votre attitude si favorable au Rassemblement national. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'on me l'a dit, monsieur. Nous interrogeons. Parce que, non, mais vous avez raison, mais il y a des gens qui ont cette impression. Donc je me fais l'obligation de m'en faire le témoin devant vous, comme vous le faites, pour des gens que vous prétendez avoir retrouvés, ce qui n'est pas vrai. Mais je n'ai pas dit que je les avais retrouvés. Vous venez de le dire. Absolument pas, Alors, M. Mélenchon. je vais dit répondre qu'on à la avait question. interrogé des électeurs de gauche qui eux-mêmes se présentaient en tant qu'électeurs de gauche dans différents reportages qui nous disaient qu'ils étaient écœurés par la situation. Il y en a, Jean-Luc Mélenchon. Mais bien sûr, d'autant que c'est cultivé. Parce que quand nous mettons
24 heures pour nous entendre, pour faire une coalition, 48 heures pour nous répartir les circonscriptions, et déjà c'est les Insoumis qui en ont lâché 100, que quand même... Vous en avez eu 230. Non mais peut-être bien, mais écoutez-moi, nous faisons tous les gestes qu'il faut. Nous retirons nos candidatures à intervalles réguliers, partout. Par conséquent, nous avons droit au moins au respect de dire ces gens-là font quand même le boulot. Et je demande aux gens de gauche d'y réfléchir. Nous venons de prendre 10 jours que nous avons dû interrompre pour passer à la désignation d'un candidat commun. Ce n'est rien 10 jours pour des partis qui sont divisés depuis des mois et des mois, depuis 2022. À peine avions-nous conclu l'accord NUPES qu'aussitôt il était rompu par nos partenaires. Eh bien, nous avons réussi à colmater tout ça. C'est quand même pas rien de dire en 10 jours qu'il y a une divergence, non pas de personne, ce n'est pas un problème d'ego, c'est sur la manière de penser la suite des événements. Les uns disent, nous allons constituer un gouvernement d'apaisement et tout ça. Bon, tout le monde veut bien être apaisé. Moi, j'ai demandé, mais qui va s'apaiser parmi ceux qui ont un impôt sur la fortune quand on va leur annoncer qu'on leur établit? Personne. C'est normal, c'est la vie démocratique. C'est pour ça qu'on vote. Il y a des décisions qui s'imposent à tout le monde. Je dis donc qu'il n'y a pas d'élargissement possible. Par conséquent, il faut en toute hypothèse y aller franchement. S'il y avait un élargissement possible de la majorité, je l'ai lu dans le texte de Madame Tubiana. Hein. Elle a dit, nous n'aurons pas de mal à trouver. Personne n'a proposé d'aller faire le tour des groupes de l'Assemblée. Personne. Les socialistes, les écolos n'ont pas dit, ou même Madame Tubiana elle-même, écoutez, je fais la tournée des popotes pour voir sur quoi on pourrait s'entendre. Personne ne l'a fait. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que c'est impossible. Donc ce qu'il s'agit de nous vendre, c'est de dire, vous autres les insoumis, vous allez oublier un peu le programme et puis on verra au fur et à mesure. Non, on ne verra pas au fur et à mesure. Nous y allons avec notre programme. Moi, j'ai repéré quelles étaient les mesures communes. Si j'avais été le Premier ministre, qui avait déjà dans le passé été adoptées par les uns et les autres. Et je serais venu avec cette feuille, en disant, ben déjà, ça vous l'avez voté, donc il y a une majorité. Personne ne propose, ni méthode, ni façon de faire. On nous annonce une majorité possible en élargissant. Non. Non et non. Il faut présenter notre programme, le présenter devant l'Assemblée, et ensuite il se passe une chose que tout le monde connaît, qui est le pouvoir d'amendement de l'Assemblée. Dès lors, à ce moment-là, nous constaterions soit s'il y a des gens qui sont prêts à nous escorter, à nous accompagner ou à nous supporter, et des gens qui ne le font pas. Mais proclamer à l'avance qu'on va s'en remettre à un arrangement possible est une aberration, parce que ça ne correspond à rien dans la vie du pays. Aux gens déçus, je leur dis, je suis plus déçu que vous, parce que ça fait 12 jours que ça dure, que nous avons fait tous les pas, tous les gestes, et que nous avons l'impression de n'être payés en retour, même pas par du respect, puisque nous lisons dans la presse que les uns les autres ont eu des paroles venimeuses à notre égard. Sitôt que l'un ou l'une d'entre nous renvoie une blague ou une balle au rebond, aussitôt tous les feux se concentrent sur nous, indignation. Nous ne pouvons pas croire à cette comédie. Je vous demande, à vous, à tous ceux qui m'écoutent, d'abord d'avoir de la patience et de la confiance. Nous ne ferons jamais rien nous-mêmes qui trahissent le mandat que nous avons pris avec les électeurs. Et à tout le monde, je dis, il faut permettre à la démocratie de fonctionner. Vous commettriez une erreur énorme si vous la truquiez, comme cela vient de se passer à l'Assemblée nationale. C'est énorme parce que va-t-il se passer? Les gens vont se dire, voter ne sert à rien. Je sais très bien qu'il y a des gens qui aimeraient bien que le peuple retourne à la maison et ne revienne plus voter, alors qu'on a eu tant de mal, nous les insoumis, à faire venir voter des gens. Mais ce serait un désastre pour la démocratie française. Et les gens qui ont voté pourraient se fâcher aussi, de dire mais comment ça se fait que ça ne s'applique pas? Ça s'est vu, vous savez quand? Au dernier Front Populaire. Le Front Populaire a gagné, c'est les socialistes qui ont gouverné alors que c'était prévu que c'était les radicaux, et que s'est-il passé juste derrière comme il ne se passait rien? Eh bien, il y a eu une grève générale. Par conséquent, ne jouez pas avec le feu, pas d'allumettes dans la poudrière. Pour